Aujourd'hui, IA, écriture et malentendu à l'école. On va parler d'intelligence artificielle aujourd'hui. Comment apprendre à écrire quand des machines rédigent en quelques secondes? On ne cesse de nous le rabâcher. Des textes peu créatifs, mais sans faute d'orthographe. Les lettres de motivation pour Parcoursup, pour prendre un exemple d'actualité, font réémerger le gigantesque malentendu qui rôde autour de toute l'écriture scolaire, exercice personnel mais très standardisé, dont la majorité des élèves ne comprennent pas tout à fait les attendus, alors que du côté des professeurs, on sait que le temps manque pour s'exercer et affiner les aptitudes à la rédaction, en classe et ailleurs. Et puis c'est quoi écrire à l'école ou pour l'école? Une compétence, pour reprendre un mot standardisé, qui a envahi le vocabulaire éducatif. Écrire serait-il un rapport à une pensée plus construite? Mais peut-être que là, on rêve un peu. Un rapport à son intériorité? Est-ce vraiment le lieu à l'école où on note sur 20 les copies pour penser son intériorité? Peut-être, peut-être pas. À quelques jours du brevet et du bac français, nous allons y réfléchir avec des professeurs. De plus, à l'heure où les outils d'écriture automatisée deviennent impossibles à éviter, mesure-t-on le danger relatif à la commercialisation de ces services du langage et au-delà des capacités des élèves, au destin de l'expression dans un monde où tous les services se monnaient et bientôt où les mots s'achèteront? Ça, c'est un peu votre idée, Pascal Chabot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, auteur de plusieurs livres, dont Un sens à la vie, publié au PUF en 2024, et de L'homme qui voulait acheter le langage, ça c'est un livre de 2018, et un autre ouvrage, Chatbot, le robot, publié en 2016. Vous avez depuis longtemps un intérêt donc pour cette question du langage. Chatbot, ça fait penser à Chabot, votre nom de famille, c'est vraiment excellent de vous avoir voilà, sur ce sujet. Alors, est-ce que, je le redis, le grand risque, c'est la privatisation de l'expression écrite? Est-ce que quand on dit ça, on se fait pas aussi un petit récit sur les capacités réelles des individus, citoyens, citoyennes à écrire par le passé? C'est un des très très nombreux risques au moment de cette mutation anthropologique majeure. Nous avons délégué bien des choses à des technologies, le fait de voler, le fait de s'élever dans les étages d'un immeuble grâce à un ascenseur. Aujourd'hui, nous déléguons notamment l'écriture, ce que par essence on croyait non délégable ou indélégable. Pourtant, on le confie à des machines qui font ça assez bien, passablement bien, parfois très très bien. Il faut d'abord, je trouve, avant de parler des questions concrètes que cela pose à l'enseignement, voir la rupture Mmh. anthropologique, civilisationnelle absolument considérable que ça implique. À l'école, tout le monde a appris que l'histoire a commencé lorsque les humains ont commencé à écrire. Auparavant, sans écriture, on était dans la préhistoire. Avec l'écriture, on entre dans l'histoire, c'est-à-dire dans une humanité qui est capable de se raconter grâce à des signes. Aujourd'hui, où on va petit à petit vers une sorte de, je ne dis pas de fin de l'écriture, mais enfin de délégation assez massive de l'écriture, vers où va-t-on? Vers quel type de post-histoire? C'est dans cette rupture civilisationnelle, je trouve qu'il faut penser. Mais c'est là où je suis pas forcément d'accord parce que tout le monde n'écrivait pas. Cette, fonction, elle était, déléguée à certains, personnages. Finalement, c'est un projet hyper moderne, hyper contemporain, relatif à, par exemple, la construction, de l'école républicaine. En France, vous êtes, belge, Pascal Chabot, mais voilà, vouloir faire écrire, les citoyens et penser que tous ont un rapport comme ça à l'écriture, tellement pensée, c'est assez, oui, assez contemporain, assez moderne et peut-être un peu un fantasme. C'est peut-être un fantasme, de même que il n'a pas été, comment dire, démocratiquement institué que l'histoire devait commencer avec l'écriture, mais cela a été institué pour dire quelque chose d'une humanité qui s'est définie Mmh. par l'écriture. Je suis d'accord qu'il y a quelque chose d'une sorte d'universalisation de l'écriture, mais enfin, l'école tend tout de même vers cette universalisation, c'est-à-dire que en France, il ne peut pas y avoir d'école qui dirait mais finalement l'écriture n'est pas
autre chose qu'une compétence, et c'est beaucoup plus qu'une compétence. Nous savons parce que Mm. nous servons de l'écriture pour formaliser la pensée, mais finalement aussi pour apprendre à penser, pour apprendre ce que nous voulons. Chacun tisse un rapport particulier avec les mots de sa mère, avec les mots de son père, avec les mots de son entourage. Et ce rapport avec les mots qui définira notre manière de parler, notre manière de nous référer au réel, il y a un moment où il n'est pas uniquement dans l'oralité, mais il est dans l'écrit également, et l'écrit permet quelque chose comme le ralentissement, comme la réflexivité, comme la recherche. Est-ce le bon mot? N'est-ce pas le bon mot? Bon, cela est absolument essentiel. On le délègue et toute la question est de savoir qu'est-ce qui va advenir de ce nouveau couplage. Et le problème ne serait pas seulement le fait de le déléguer, mais le temps. Le temps que ça prend, ou que ça ne prend plus plutôt. C'est-à-dire que le temps, évidemment, est tout à fait nécessaire. Au début, quand on voit la Grèce antique, le passage à l'écrit a été l'occasion d'un ralentissement. Tout le monde n'écrivait pas, vous avez bien raison de le dire. 6e siècle, 7e siècle à Athènes, il y avait des rhéteurs qui prenaient la parole sur la colline de l'Apnix, devant toute une série de citoyens, et ils improvisaient. Ils avaient évidemment en tête un fil conducteur, mais ils improvisaient. Et puis petit à petit sont apparus ce qu'on appelle des logographes, des gens qui ont donc écrit le discours. On disait que leur discours sentait l'huile, ça veut dire qu'ils ont été écrits à la lumière de la lampe à huile, mais ce ralentissement a été l'occasion d'une réflexion sur le texte. Et aujourd'hui, donc l'écriture fait ralentir. Et aujourd'hui, on a exactement le problème inverse, et on est dans le nouveau. C'est une émission qui est passionnante, je pense, parce que c'est une émission qui est une sorte d'instantané juste avant quelque chose qui est une véritable déferlante dans le monde du langage. Mais cette écriture automatique est une écriture hyper accélérée, en temps réel. On l'a jamais vu. Ah, c'est toujours étonnant quand on utilise une machine, entre guillemets, à écrire. Je ne veux plus prononcer le nom de marque, mais ça va tellement vite qu'on n'a même plus le temps de lire vraiment ce qu'on voulait plus ou moins dire et même de le vérifier. Mais quand on formule ça, on a aussi un petit jugement moral qui arrive toujours un petit peu vite quand on parle d'intelligence artificielle et d'écriture. Je vous propose d'écouter l'extrait d'un reportage diffusé en 2023. Ça date un peu, mais c'est assez actuel. De toute façon, on sait qu'on parle pas comme ça, on va ajouter des exemples qui sont plus réels par rapport à nous et donc c'est pas, enfin ça va nous aider, mais ça va pas faire le fond de notre pensée. Enfin, ça fait ton travail à ta place quoi. Vous avez juste à remplacer quelques mots et quelques expressions et c'est comme si c'était fait. Les professeurs, je pense qu'ils vont pas comprendre qu'en fait j'ai fait ça avec un logiciel ou quelque chose comme ChatGPT, ils vont plus penser que je fais ça avec mes parents qui savent bien faire et tout ça. Je pense qu'ils vont pas du tout comprendre. Après, le chat, il va être super bien pour tout ce qui est argumentation, argument logique et tout. Mais pour tout ce qui va être sentiment, va y en avoir aucun. Je lui ai demandé de raconter une histoire et il a du mal, il met pas de sentiment. Là, dans un discours où on va avoir une argumentation logique et une argumentation affective à faire, le chat, il va pouvoir faire qu'une partie, la partie logique, parce que la partie affective... ça t'a pas plu? Non, il a du mal quand même. Bonjour Cécile Catelin. Bonjour. Vous riez parce que ce sont vos élèves qu'on entend dans ce reportage. C'était mes élèves en 2023, effectivement, 3 mois après qu'il y a eu la déferlante ou le tsunami ChatGPT. Je m'en souviens très bien, puisque des journalistes étaient venus filmer dans ma classe et c'était les tout premiers instants lorsque on avait testé ChatGPT. Alors, vous êtes professeure certifiée de lettres modernes, créatrice d'une plateforme de podcast éducatif, Clapotis, et du site Educati, c'est bien comme ça qu'on prononce ? Exactement. C'est Alors, bien I à la fin. on a parfois
pas toujours. Mhm. Une petite moraline, je le disais, quand on évoque la question de la copie, du plagiat, du travail trop rapide, est-ce que, et on l'entend un peu dans la voix des élèves qui étaient interviewés dans ce reportage, Mhm. est-ce que ça, c'est une bonne manière de détourner, en fait, je ne le pense pas, donc c'est un peu une fausse question, de détourner les élèves et les étudiants de la tentation de l'IA? Alors après, je vais répondre à la question, mais est-ce que j'ai le droit de Vous reprendre avez aussi tous par les rapport à droits. ce que disait Pascal Chabot, parce que j'ai pris des notes pendant qu'il intervenait, c'était passionnant. Je me retrouve beaucoup dans de nombreux propos. Après, déléguer l'écriture à l'IA, moi je serais plutôt pour, à l'heure actuelle, parce qu'entre le reportage de 2023 aujourd'hui, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui se sont accélérées. Je parlerais plutôt d'hybridation. C'est-à-dire pour moi, l'IA va permettre d'augmenter leur écriture. Vous parliez, Pascal, Alors, je crois qu'on d'apprentissage. on va faire quelques petits Oui. réglages sonores parce que au moment Ah, où vous pardon. parlez d'IA, votre voix prend une forme un peu robotique qui est due à un petit problème de liaison. Donc, on va essayer de le régler. Puis, du coup, je me tourne vers Pascal Chabot qui est en studio avec moi. C'est toujours pratique d'avoir un invité en studio et merci d'être là sur cette histoire de morale parce que copier, ce serait très mal. Enfin, on n'a pas attendu l'intelligence artificielle pour recopier. Donc, on veut que les élèves soient créateurs de contenu, mais la demande est très standardisée. Oui, alors effectivement, parmi l'attirail des mentalité face à cette question, on se dit qu'il y a une certaine pureté qui devrait être de mise, qui est une pureté donc de l'élève qui ne serait pas du tout aidé de l'IA, ce qui est compréhensible comme attitude, mais c'est tout le contraire qui se passe dans l'existence. On est, pour moi, nos consciences sont en permanence couplées à ce que j'appelle le surconscient numérique. On est tout le temps, dès qu'on fait le geste de prendre un smartphone, on est dans un dialogue entre sa propre conscience individuelle, personnelle, et puis tous ces prolongements, toutes ces augmentations qui sont de l'ordre d'une sorte de surconscient. Et la réalité de l'évolution des humains contemporains, c'est qu'ils sont de moins en moins connectés à leur inconscient et de plus en plus dans une sorte de dialogue entre conscience et surconscient. J'ai vraiment besoin qu'on éclaire ce terme pour les auditeurs. Alors, oui. Surconscient, qu'est-ce que ça veut dire, Pascal Chabot? C'est un néologisme que j'ai cru utile de proposer. C'est le dôme des informations numériques, des contenus sur les réseaux sociaux, des sites bientôt augmentés par l'IA auxquels vous vous connectez chaque fois que vous consultez un écran. Environ 250 fois par jour, nous sommes non plus dans la perception de ce qui est autour de nous, dans la réflexion sur ce que nous voyons, mais nous sommes dans une sorte de dialogue via notre écran avec ce que j'appelle un surconscient numérique. On va chercher des informations, on se nourrit, on pose une question à ChatGPT, on achète quelque chose, etc. en permanence. Donc je crois que l'humanité, c'est une hypothèse philosophique, mais est de moins en moins connectée à son inconscient, qui nous demande du temps, qui nous demande le fait de ne pas avoir d'écran justement, mais de plus en plus connectée à un surconscient numérique. Et de là, c'est un deuxième néologisme, une série de problèmes que j'appelle des digitoses. C'est plus les névroses et les psychoses qui est causée par des mauvais ajustements à l'inconscient, mais des digitaux, c'est-à-dire des conflits entre notre conscience et ce surconscient numérique. L'humanité contemporaine, elle en est là. C'est vertigineux, on ne sait pas très bien comment le penser, mais nous sommes toutes et tous incapables de nous sevrer, de nous passer de notre portable pendant Vous plus dites ça de parce que le mien est posé à côté 4 de moi? heures. Je ne parle pas personnellement. Je ne le consulte pas à l'heure qu'il est. Mais donc il y a cette mutation-là dans toute la société, qui est aussi la mutation des parents des élèves et des élèves eux-mêmes, bien entendu. Et donc pour cette compétence tout à fait particulière qu'est l'écriture, nous sommes en train de nous demander, on n'a pas statué, nous sommes en train de nous demander si il était nécessaire de rendre l'accès
aux IA, au surconscient numérique, tout à fait interdit, ou alors, comme le dit Cécile Catlin, s'il faut plutôt penser des types d'hybridation, et que serait une hybridation dans l'apprentissage de l'écriture? C'est la grande question. Alors, je garde aussi ma question concernant la commercialisation de ces services. Je n'oublie pas. Mais ce surconscient numérique, par qui est-il élaboré? Parce que c'est avec qui on parle mentalement? Avec qui on dialogue ou avec quoi? Et cette question, elle n'est pas tellement explorée, mais peut-être que j'ai pas la culture suffisante et que, parce que j'ai pas assez labouré le sujet, mais tout de même, j'ai pas l'impression que ce soit si réfléchi que ça aujourd'hui par la philosophie, mais aussi d'autres types de pensées. On était assez enthousiaste finalement par rapport à tout ce que pouvaient nous apporter les humanités numériques, la rapidité d'analyse des documents historiques, par exemple, etc. Évidemment, c'est l'accès à un monde tout à fait fabuleux, une très très grande richesse dans l'accès à la connaissance, le contact, la communication. Mais petit à petit, et bien les analystes de l'Internet le disent, petit à petit, ce monde-là s'est refermé avec des logiques commerciales qui sont des logiques extrêmement puissantes, des sortes de forces, d'ultra-forces qui concentrent le savoir et qui pilote nos accès à ce monde du surconscient. D'où la question notamment de la commercialisation. Elle est tout à fait fondamentale. Je pense que le langage, avec l'IA, est en train de se commercialiser. Et c'est quelque chose qui est hallucinant comme idée, parce que s'il y a bien une chose dont on a toujours dit, ben, c'est gratuit, ce sont les mots qu'on utilise. On a commercialisé beaucoup de choses sur cette planète, mais pas le langage, pas les mots. Google avait commencé. Google a deux algorithmes. Un premier algorithme qu'on connaît, c'est l'algorithme de recherche qui est gratuit. Bon, c'est ça qui a fait l'attrait de Google, mais ce qui a fait la fortune de Google, c'est un modèle publicitaire. Si vous tapez restaurant dans tel arrondissement, si vous payez, eh bien ce restaurant-là, tel restaurant, sortira plus rapidement que d'autres. Ça veut dire que restaurant je sais pas, dans le premier arrondissement, ce sont des mots. Restaurants peuvent être achetés, en tout cas peuvent avoir un prix. Et l'algorithme est extrêmement complexe, il est secret même, mais c'était la première fois où un lien numérique est fait entre des mots et de l'argent. Pour le moment, il y a des versions gratuites de ChatGPT, mais pour avoir un langage de meilleure qualité, on a des abonnements. C'est tout de même du langage de meilleure qualité que l'on paye. Et on est en train de basculer dans ce monde, ce qui est redoutable et profondément dommageable. Le langage, il est l'instrument de démocratisation, d'émancipation par excellence, et penser qu'il y a une financiarisation du langage, mais ce qui est aujourd'hui, et finalement fut dystopique, mais est notre étrange réalité contemporaine. Cécile Catlin, on vous a Je suis là. retrouvé par une autre liaison. Alors, je pense que vous aviez beaucoup de commentaires à faire. Vous aviez pris des notes sur les propos de Pascal Chabot. Et ce qu'on vient de dire doit Oui, aussi vous donner envie de réagir, parce que finalement, il faut protéger les élèves de cette bien sûr. commercialisation à tout crin du langage et de l'écriture. Faut les protéger et surtout, la première des choses, les informer. Les informer justement de ces dangers dont parle Pascal, à savoir cette possible commercialisation du langage qui leur paraît totalement hallucinant quand on évoque avec eux. Je suis désolée parce que j'ai un écho aussi, décidément. Bah, écoutez, essayez de finir cette phrase et puis on va travailler sur l'écho Oui. après. Et donc tout ça, enfin là, j'ai plus d'écho a priori. Tout ça, Alors allons-y. cette commercialisation du langage, ça induit de travailler énormément l'esprit critique. Et je pense que ça va être tout le nouvel enjeu aussi de nous, corps enseignants, de développer cet esprit critique, en ce sens qu'ils aient cette lucidité face aux outils qu'ils utilisent. Moi, j'aime bien leur parler d'esprit critique parce que l'origine même, hein, du mot critique,
ça veut dire en grec passer au tamis. Et justement, il faut qu'ils aient cette conscience de ces outils qu'ils utilisent, qu'ils aient ce regard à viser. Et justement, c'est ça que je trouve aussi intéressant. Je parlais tout à l'heure d'hybridation, d'homme augmenté, comme dirait Raphaël Gaillard dans son ouvrage. Tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de montrer et de faire pratiquer aux élèves cette IA, mais de façon raisonnée et raisonnable, avec tous les tenants et aboutissants de cette fameuse histoire qui s'offre à nous. Pour savoir à la fois maîtriser les outils, mais aussi pour pouvoir s'en passer. Exactement. Tout l'enjeu, c'est de leur montrer, de faire preuve de sobriété. On parlait tout à l'heure et Pascal alors on parle souvent dans ses ouvrages, de justement face à ce vertige, de ce rendement informationnel vertigineux. Tout l'enjeu, nous, en tant qu'enseignants, c'est de leur montrer qu'on peut aussi travailler, certes, avec l'IA de façon, raisonnée. Il y a plein de scénarios pardon, qu'on peut mettre en place, pour leur montrer comment s'en servir intelligemment et raisonnablement. Et tout l'enjeu aussi, c'est de leur montrer qu'on peut aussi travailler sans l'IA et se déconnecter pendant, un certain temps. Et ça induit, je pense que vous en parliez avant que j'ai eu mes problèmes de connexion, heu, cela induit effectivement de, restaurer ou réintégrer. Moi, ce que j'aime bien, par aussi ma formation, j'aime bien les formules latines, leur en donner quelques-unes. C'est le fameux festina lente, c'est-à-dire hâte-toi lentement. Prends le temps d'apprendre avec ou sans IA, pour, comme disait aussi, Pascal tout à l'heure, restaurer cette idée du ralentissement, de prendre le temps de réfléchir sur ce que l'on fait. L'apprentissage, c'est un mot qui est fort, c'est tisser des liens, avec ceux avec qui on travaille, tisser des liens avec les outils avec lesquels on travaille. Et donc il y a cette idée de effectivement, et c'est ça tout l'intérêt, je trouve, c'est, quand on travaille avec l'IA, c'est aussi, leur apprendre à travailler sans IA. Alors même que l'école, l'éducation nationale, se dépêche, de s'adapter à ces outils. Alors pas partout, pas tout le temps, mais il y a quand même, un discours assez fort de l'institution sur le sujet. C'est ce que dit Vincent Renaud. Vincent Renaud est également, philosophe, président de l'association des professeurs de philosophie de l'enseignement public. Il a publié une tribune extrêmement intéressante le 20 mai 2025 dans Le Monde. L'outil empêche de réaliser l'acte philosophique d'élaborer un problème et d'en déployer les dimensions, dit-il. Mais à mon avis, l'outil, et c'est ce que dit Vincent Renaud, il empêche aussi un peu l'éducation nationale de réfléchir tout à fait à ce qui est en train de se passer. Ce qui pose problème, c'est le caractère un peu irréfléchi et en même temps obsessionnel que prend la question de l'ajustement au nouvel outil, de l'usage du nouvel outil dans l'institution, dans l'éducation nationale. En fait, l'institution, elle projette, je dirais, sur les lycéens, c'est peut-être ses propres angoisses, en fait, les sentiments d'être mis en danger par les IA et en fait, n'entend pas véritablement les attentes des élèves, un certain nombre de leurs angoisses réelles, qui sont des angoisses relatives au rythme, à la projection forcée, de plus en plus tôt, sous prétexte d'orientation dans l'avenir professionnel. Et puis en fait, disons que justement, être présent à ce qu'on fait, se forger des capacités de penser de façon autonome, c'est peut-être justement ça qui prépare véritablement l'avenir. Et donc, c'est un peu le problème du rapport avec l'IA. On projette en fait une culture de l'immédiateté. Il y a aussi c'est un petit peu de jeunisme. On se dit ça doit être donc ça que les lycéens veulent que les choses aillent vite, etc. Bon, on a cette culture de l'immédiateté, de la projection immédiate dans le futur, qui est plus du tout en fait une présence au présent. Une culture de l'efficacité aussi qui fait partie peut-être des demandes de l'école. Vous parliez d'orientation, Parcoursup, des réponses qui sont fournies de manière très organisée, très carrée, avec tous les défauts qu'on connaît, dont on a déjà parlé dans l'émission. Mais c'est aussi une vision du monde qui se véhicule là. Certainement, mais pour revenir au mot d'efficacité, parce que quand on utilise le mot d'efficacité, on pense à certaines fins relatives à la vie professionnelle future, à la position sociale, etc. Et on aura tendance à en sortir la philosophie, etc. Mais en fait, l'efficacité, c'est ce qui permet de produire effectivement la fin projetée. Or, il y a une fin projetée qui est ici absolument essentielle, c'est que
les lycéens, en fait, apprennent à penser en première personne avec une certaine rigueur, mais en première personne, c'est, on pourrait dire, le sens même de la philosophie. Alors, c'est la réflexivité qui est présente dans bien d'autres matières, mais qui est en quelque sorte une spécialité de la philosophie. Il y a aussi, en fait, l'efficacité à rechercher pour qu'en effet, cet apprentissage ou cet approfondissement de la faculté de penser en première personne soit accompli. L'efficacité, elle est là aussi. Et en l'occurrence, ça ne veut pas dire que les intelligences artificielles n'ont pas de rôle à remplir, ne peuvent pas être des outils, mais en l'occurrence, il faut, dans une perspective d'efficacité, c'est-à-dire que pour vraiment le résultat donc, qui est apprendre, encore une fois, je pense que c'est très important, à penser en première personne soit atteint, il faut éviter d'être remplacé. Parce que la difficulté est souvent que, par exemple, on se dit l'IA est capable, c'était la réaction en fait de beaucoup de collègues en philosophie ou en dehors de la philosophie, l'IA est maintenant à la capacité de faire des devoirs des élèves, etc. Elle a la capacité de faire des dissertations, de faire des explications de texte, etc. Et donc, est-ce que c'est encore la peine de faire des explications de texte et des dissertations? Et en fait, pose le problème de cette façon-là, c'est très mal poser le problème, parce que c'est poser le problème du point de vue du produit. Penser simplement la dissertation, en quelque sorte, comme un produit consommable. On le pense, pour ainsi dire, je dirais en troisième personne, alors que l'intérêt d'une dissertation, l'intérêt d'une réflexion écrite en philosophie, c'est justement que l'élève lui-même, il soit le penseur. Sinon, on pourrait se faire remplacer également par un dispositif machinique pour manger à notre place, boire à notre place, vous voyez. Donc, il y a vraiment un enjeu qui est, je dirais, presque éthique, politique, éthico-politique, des activités dont on considère qu'il est essentiel que les personnes se les approprient véritablement et qu'elles soient accomplies, encore une fois, vraiment par eux, en première personne. Si le contexte de l'IA avait une sorte d'avantage par rapport à ce dont on parle là, le contre-avantage, en quelque sorte, c'est de nous faire mieux écouter des réflexions qui peuvent être parfois confuses, en fait, d'élèves et qui sont la manifestation d'une forme de recherche progressive, puisque la clarté sort forcément d'une sorte de chaos au départ. France Culture. Être et savoir. Louise Touret. Et ce numéro d'Être et savoir est consacré à l'écriture scolaire et pas seulement, face à l'intelligence artificielle qui répond si vite à toutes les questions avec le nombre de signes exacts qu'on peut vouloir lui demander. Alors, Vincent Renaud, qu'on vient d'entendre, qui est président de l'association des professeurs de philosophie d'enseignement public, a très bien retourné les termes du sujet, c'est normal, c'est un prof de philo. L'efficacité, qu'est-ce que c'est? Et je pense que c'est une bonne question. Alors, penser à la première personne, et évidemment, c'est ce qu'on voudrait voir advenir. On a vu au début d'émission que c'était quand même assez paradoxal comme demande quand on note. Et aussi l'efficacité d'une bonne pensée qui pourrait se déployer dans un échange qu'on aurait en cours et qui pourrait d'autant mieux advenir qu'on sait maintenant les dangers d'être très vite remplacé, non pas pour faire quelque chose qu'on pourrait monnayer, mais quelque chose qui n'a pas de prix, que seuls nous pouvons faire. Pascal Chabot, je me tourne vers vous. Oui, mais je souscris entièrement aux propos de mon collègue, professeur de philosophie. Il a raison sur toute la ligne dans sa manière de renverser l'équation, effectivement, et plutôt que de mettre en avant les qualités du produit, de mettre plutôt au centre ce qu'on peut appeler l'individuation, l'apprentissage de la pensée. Nous n'avons, nous philosophes, et on partage ça avec bien des autres collègues, que les mots comme outils. Les mots sont notre seul outil. Il n'y a pas de philosophie sans langage. Effectivement, il peut y avoir des intuitions, mais c'est la manière de verser ces intuitions dans le langage et de déployer quelque chose comme une pensée argumentée qui va faire la philosophie, mais plus généralement le raisonnement. Cet apprentissage-là, il est absolument fondateur parce qu'il est le moment où l'élève va nouer un lien qui sera le lien de toute sa vie avec le langage.
Et ce lien-là va finalement lui ouvrir des mondes. Je crois que l'étendue de notre univers, il est d'abord l'étendue de nos perceptions, mais aussi l'étendue de notre champ sémantique, de la richesse des mots que nous avons pour le nommer. Il y a quelque chose qui est sensuel, qui est perceptif, mais il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre du langage. C'est ça qu'on apprend en apprenant à écrire. Mais cette question un peu méta, c'est-à-dire comment on écrit, comment on pense, quand on écrit, comment on pense, quand on parle, qui est très philosophique, est-ce qu'on ne devrait pas la traiter avant la terminale? Est-ce que faire de la philosophie, alors des ateliers, évidemment, c'est pas la même chose quand on est à l'école élémentaire, vous semble une bonne idée? C'est une très très bonne idée. Les enfants sont profondément philosophes. Les enfants de 6 ans, 7 ans, 8 ans, il y a des questions magnifiques qui sortent. Et si on pouvait, je pense qu'on devrait vraiment donner les possibilités aux écoles de les accompagner dans ces questions qui ont encore quelque chose comme une fraîcheur, et une belle fraîcheur, une sorte de connexion à l'essentiel que l'existence nous rend parfois un peu plus lointains, disons. Bon, ça c'est certain. Mais au-delà de ça, et par rapport à l'écriture, moi, je parle personnellement, et je pense que les enseignants parlent souvent en première personne, justement, parce qu'ils disent ce qui a compté le plus pour eux, et ils essayent de transmettre ce qui a compté pour eux aux élèves. Personnellement, apprendre à écrire, et c'est le trajet d'une vie, est une des choses que j'ai trouvée la plus belle dans mon existence, fondamentalement. Et personne ne dira jamais « je sais écrire maintenant ». Chaque fois qu'on reprend un texte, on se dit « tiens, mais j'ai encore des choses à apprendre ». C'est un chemin. Bon, c'est pas un chemin qui doit être universel, et c'est vrai qu'il faut pas commencer en disant « tiens, il y a que l'écriture ». Il n'y a que l'écriture, très lacanien du coup. Mais, sans intelligence artificielle. Voilà, sans intelligence artificielle. Mais sans universaliser les choses. Donc, l'écriture est quelque chose comme le moyen de déployer une pensée. Que se passe-t-il quand on écrit, je dis pas moins, mais quand on commence à écrire en ayant une sorte d'adjuvant extraordinairement efficace, extraordinairement bon, et en n'ayant pas connu une sorte d'apprentissage de l'écriture sans IA. Parce que c'est ça qu'il faut penser. Il y a quelque chose comme une vraie asymétrie entre nous et de notre génération qui avons connu les deux mondes. Et donc on peut comparer, et on est en train pour le moment de comparer, on joue la carte plus ou moins nostalgique ou plus ou moins progressiste, mais des cerveaux qui ont aujourd'hui 7 ans, 10 ans, 12 ans, n'ont jamais connu un autre monde. Et ils sont, pour ainsi dire, plongés dans le monde, branchés au surconscient. C'est vrai qu'on peut pas, on a une responsabilité aussi par rapport à cette jeunesse, et cette responsabilité, je pense elle se dit de deux manières. On peut pas arriver à un discours avec un discours tout à fait critique en disant mais de toute façon c'était mieux avant, vous êtes connecté à des IA qui vous font mauvaisement penser. C'est tout à fait faux. Parce que on voit la jeunesse, elle est aussi justement avec un savoir augmenté prodigieux. Mais dans le domaine de l'apprentissage, tout de même, quelque chose comme la valeur des mots, elle doit être enseignée aussi. Il est Alors intéressant, pratiquement comment faire, je ne sais pas. Ce sentiment de perte qu'on éprouve nous, voilà, les adultes de cette génération, les parents, les enseignants, même si on n'est pas forcément soi-même à l'aise avec l'écriture. Cécile Catelin, vous qui enseignez, écrire c'est difficile. Écrire, c'est toujours compliqué. Pascal Chabot le disait, pourtant il a publié plusieurs livres. On est souvent insatisfait quand on écrit. Bon, c'est toujours sympathique de pouvoir faire un petit billet pour la radio, mais quand on écrit vraiment des textes un peu plus longs, on voit bien à quoi on se heurte. Et les élèves en premier, ça ressemble pas toujours à ce qu'on voulait. Comment on les confronte à cette difficulté quand voilà, d'autres voies sont possibles? Comment on vante l'intérêt du chemin le plus âpre et le plus long?
Alors oui, écrire c'est difficile, là, ça l'a toujours été, que ça soit nos générations ou la leur. Et je vais essayer vraiment de me positionner par rapport aux lycéens, puisque moi j'enseigne avant tout au lycée. Et c'est vrai qu'il faut se rappeler que pour eux, peut-être plus que pour nous, l'écrit pour certains élèves, hein, moi je dresse un petit peu leur portrait, hein, c'est des classes de 35 élèves à peu près en seconde première. Pour certains élèves et j'ai envie de dire malheureusement pour la majorité, l'écriture c'est, un vécu, difficile. Ils arrivent au lycée, il y a vraiment la nécessité de dédramatiser, hein, chez certains élèves l'écriture. C'est une source d'angoisse, ça leur rappelle aussi, des échecs antérieurs. Pour eux l'écriture c'est quand même un fardeau, et quand vous dites, les premiers jours de la rentrée, vous allez écrire des dissertations, des commentaires, je vous passe, on est à la radio, la tête qu'ils peuvent faire. La première question, c'est combien de pages? Pour eux, c'est vraiment c'est peut-être une douleur et c'est une douleur aussi même physique, hein, on se rend pas compte, mais vous avez des élèves de seconde qui ont même du mal à écrire et quand je dis du mal, c'est parce qu'ils n'ont pas l'inspiration, c'est que même la graphie est laborieuse et donc comment, dépasser un peu ces traumatismes de diverses origines? Déjà, c'est aussi ça peut paraître, étonnant, mais on peut leur montrer aussi des brouillons d'écrivains pour montrer que l'écriture n'est pas spontanée, que, certains écrivains ont mis du temps aussi, hein. Alors le travail des brouillons leur fait prendre conscience aussi, de la graphie, de l'écriture de certains et puis, en intégrant, ça peut paraître paradoxal, des activités avec l'IA, ils prennent conscience que écrire effectivement prend du temps, que la notion de brouillon est, capitale, que réécrire plusieurs fois, c'est nécessaire pour aboutir à un produit, achevé ou, du moins, satisfaisant et que parfois en passant d'ailleurs par l'IA, cette écriture initiale peut être aussi, alors quand je dis augmentée, c'est-à-dire améliorée et pour rebondir à ce que, disaient nos 2 philosophes, hein, moi je partage aussi, beaucoup, ce qu'ils disaient en parlant de l'écriture. Je pense que l'enjeu que l'on a aujourd'hui avec nos jeunes, qui effectivement n'ont pas connu, ce temps que nous avons connu, hein, les moins de 50 ans, si on va dire comme ça, je pense qu'il faut leur apprendre puisque pour eux, ça ne leur parle pas l'écriture, quand on leur dit: «Bah, nous on avait nos buvards, nos cahiers, on écrivait et tant que ça n'allait pas à la lettre, la maîtresse nous le faisait faire» et cetera. Ça leur parle plus, il faut le reconnaître. Je pense que tout l'enjeu avec l'IA aujourd'hui, c'est, et je suis entièrement d'accord donc avec nos 2 philosophes, c'est d'intégrer, cette notion de la futilité de l'écriture. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire leur apprendre toute la Mmh. subtilité, de l'écriture, la polysémie, l'étymologie, et c'est étonnant parce que les élèves font de moins en moins de latin et grec, et pourtant, quand on leur parle de l'étymologie, ils adorent ça parce que bien sûr ça raconte des histoires aussi autour d'un mot, et une fois qu'on a posé tous ces jalons de l'écriture qui ne devient plus laborieuse, l'écriture si on l'augmente avec de l'IA, ça peut paraître étonnant quand on n'est pas sur le terrain, mais je peux vous assurer qu'ils prennent du plaisir à écrire un brouillon. Alors J'ai toujours justement, oui? parce que ça m'intéresse, Mmh. énormément. On dit, oui, voilà, il faut pas qu'on se fasse, en quelque sorte, voler l'écriture par Mmh, des outils ultra rapides, mais on pourrait les c'est ça, retourner à notre profit. Alors, quel type bien sûr. d'exercice vous pouvez pratiquer? Que font Mmh. les élèves? Est-ce qu'écrire un prompt, c'est-à-dire faire une commande Ouais, à un moteur, d'écriture, on a parlé de ChatGPT, on peut parler de Mistral, c'est un moteur français, mais il y en a d'autres. oui, on va plutôt dire C'est Mistral, soyons voilà, cocorico. ce sont les champions français. Est-ce que ça, c'est écrire, vraiment ou c'est Mmh mh. voilà, une consigne, ça paraît assez pauvre? Les premiers temps, là, je vous fais vraiment le retour de l'expérience de terrain, hein. Les premiers temps, prompter pour eux, c'était: «Je fais 2 phrases pour avoir une requête exhaustive». Et puis ils se sont rendus compte que, une requête de 2-3 lignes, ne répondait pas à leurs attentes. Alors après, ce qui est très intéressant avec eux, c'est de faire une étude comparative entre un bon et un mauvais prompt. Et puis petit à petit, j'ai instauré, alors comme disait notre philosophe, j'ai ajusté, mais aussi parce qu'il y a besoin d'ajuster, j'ai ajusté des séances de l'art de bien prompter. Il y avait le de oratoré, moi j'ai mis de l'art de bien prompter pour leur apprendre qu'un prompt, peut faire jusqu'à 15-25 lignes pour obtenir une requête exhaustive. Et là, ils se sont rendus compte
Bah, que finalement prompter, c'était aussi un peu synonyme de savoir bien écrire, d'être précis dans sa requête, de revenir sur son cours pour avoir des notions très, très, précises, pour avoir une réponse, attendue, de finalement ajuster aussi son prompt. Ah bah, je le rectifie et puis en plus comme, l'IA fait pas de faute, bah, je fais un peu attention aussi tant qu'à faire et donc ils ont, en fait, j'ai ritualisé si vous voulez cette activité de prompter. J'aime pas trop le mot mais et ils se sont rendus compte que, bah, finalement, ils écrivaient. Ça peut, faire hurler certains, mais, prompter, ça, nécessite d'écrire, d'organiser sa pensée, de cibler sa requête. Alors moi, j'ai travaillé avec un ami data scientist, hein, John Nayoun, qui m'a, appris l'art du craft, pour justement, bah, avoir des requêtes, exhaustives et maintenant ils ont le réflexe, quand ils utilisent l'IA, on est bien d'accord, hein, je ne le fais pas utiliser systématiquement, loin de là, ils ont le réflexe d'avoir cette démarche de bien prompter. Donc ils écrivent en fait et avant de prompter sur la machine, ils font un brouillon, c'est ça qui est intéressant. Mais parce que ils écrivent dans l'idée que le texte va être analysé. Alors, je dis pas vraiment lu parce Oui, que c'est pas une personne qui lit, ce qui n'est pas forcément le cas quand on s'adresse à un professeur et qu'on lui rend une copie. Tous ceux qui ont corrigé des copies savent que ça peut se présenter oui. de plein de manières et parfois avec un peu de nonchalance ou de peur mélangée qui ne donne pas toujours de très Mmh. bons résultats et nous demande à nous, humains, de bien décrypter. On y a réfléchi avec Aude Guénaud. Aude Guénaud, elle est présidente de l'association EdTech France et c'est vrai qu'il y a toujours ce côté économique quand on parle de l'intelligence artificielle. Elle a créé un logiciel ou une application qui s'appelle Plume. C'est un assistant d'expression écrite. J'ai pas l'habitude de parler de marque, donc je vais pas répéter 50 000 fois ce nom, mais il se trouve que cette société travaille très précisément avec l'éducation nationale et des chercheurs du CNRS, comme va nous l'expliquer Aude Guénaud. Il faut quand même savoir que le profil de scripteur d'un enfant autour du CE1 est prédictif de sa réussite scolaire. Ça autonomise énormément les élèves dans la mesure où ça augmente le nombre d'interactions sur une activité d'écriture. En fait, aujourd'hui, on sait très bien, nous on travaille avec le CNRS depuis 2021, l'équipe écriture du CERCA. On sait que le nombre d'interactions sur une production écrite augmente très significativement la complexité de l'écrit qui va être produit. Ça augmente aussi la qualité des écrits parce que ça baisse l'inhibition à écrire. En fait, la possibilité de reformuler, la possibilité d'avoir accès à un imagier, la possibilité aussi de demander à tout moment et de très nombreuses fois pendant l'activité de l'aide, ça baisse l'inhibition à écrire et donc ça augmente la qualité des écrits. En fait, aujourd'hui, c'est tout à fait impossible pour un enseignant de s'asseoir à côté de ses 28 élèves pendant sa séance de rédaction. Enfin, moi, je l'ai bien expérimenté dans mes classes. Alors, pourquoi on écrit? Si c'est pour être lu par des machines, pourquoi on écrit au fond? Pourquoi on cherche à apprendre à écrire? Est-ce que on risque pas de perdre du sens? Alors, on n'écrit pas du tout pour être lu par des machines, puisque la finalité de Plume, c'est de produire son livre, donc un objet tangible qui est bien réel, bien concret et qui est destiné à sortir de la classe. Et la production d'écrit, elle s'inscrit toujours dans une esthétique de la réception qui est globale. Et en fait, c'est pas la machine qui lit, en fait, c'est la machine qui propose des adaptations à l'élève pour qu'il puisse écrire. En réalité, l'élève, il écrit pour dire son rapport au monde, pour dire qu'il veut s'engager. Par exemple, on a un concours d'écriture qui s'appelle Les Petits Molières, qui est un concours d'écriture engagé. Justement, la pédagogie du projet, elle est extrêmement puissante. Et la vocation de Plume, c'est d'outiller pour justement que l'élève puisse s'exprimer et dire aux autres qui il est grâce à l'écriture. En fait, l'écriture, c'est pas que la graphie, c'est la pensée dans l'écriture. Donc, ça n'aurait pas de sens de faire en sorte que les élèves ne puissent pas, bien sûr, être lus, évidemment. Est-ce que c'est économiquement, je suppose, important de nouer des partenariats avec l'éducation nationale? Est-ce que la concurrence est rude? Est-ce que, par exemple, vous avez peur de tous ces logiciels gratuits, dont on ne sait pas d'ailleurs s'ils vont rester gratuits, de ces solutions qui viennent de l'étranger, qui ne sont pas basées sur le même rapport aux Français, même s'il y a aussi Mistral, toutes ces solutions d'aide qu'on utilise comme ça un peu au hasard, mais qui sont très très présentes? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'IA en éducation, c'est quelque chose de vraiment extrêmement spécifique qui n'a rien à voir avec
ChatGPT ou même Mistral, parce qu'en fait, la spécificité d'une IA en éducation, c'est une algorithmie qui va s'appuyer sur des corpus qui sont fermés, qui va être dans un environnement extrêmement sécurisé. Hein, par exemple, aujourd'hui, nous, on est accroché au gestionnaire d'accès de ressources du ministère de l'Éducation nationale. En fait, c'est absolument pas comparable. Nous, ce qu'on construit, c'est vraiment un corpus extrêmement ciblé sur lequel on travaille avec le CNRS, avec des retours et une IA qu'on construit par nos soins. Donc, ça n'a rien de comparable. À mon avis, le futur de l'éducation nationale, ce sont des dispositifs qui sont des dispositifs hybrides, c'est-à-dire qui sont en capacité de proposer des situations complexes d'enseignement. Donc, ce qu'on connaît déjà, stylo, papier, etc. Mais en même temps, la capacité de mesurer l'impact des dispositifs didactiques. Ça, je pense que c'est totalement fondamental. Le deuxième point, je pense que le futur de l'éducation, c'est la personnalisation des apprentissages. Et enfin, il y a le sujet de la différenciation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des élèves qui ont besoin de dispositifs très adaptés parce qu'ils ont des profils d'apprentissage qui sont spécifiques. Je pense à tous les enfants qui ont par exemple, des troubles des apprentissages et ils sont très nombreux. Je pense aussi aux enfants qui sont allophones, par exemple, et ils sont également nombreux. Et donc, ce sont des outils comme ça qui nous permettent de travailler à plus d'inclusion dans les classes. Le langage, l'écriture, question d'apprentissage, question économique aussi, on l'entend, et question démocratique. C'est vrai qu'il y a une promesse avec l'intelligence artificielle, c'est celle d'adapter l'enseignement et de pouvoir faire progresser davantage d'élèves. C'est tout de même une belle promesse, mais on ne sait pas toujours très bien à qui on confie les clés de la voiture. Je ne sais pas si c'est une super image, Pascal Chabot. Dites-moi si vous voulez en utiliser une autre. Cet aspect économique, vous qui avez écrit L'homme qui voulait acheter le langage, c'est-à-dire aussi le breveter, elle vous intéresse énormément. Comment vous entendez ce qui vient d'être dit par Aude Guénaud? Mais je l'entends assez positivement, c'est-à-dire que je vois qu'une série de recherches qui sont des recherches nées du terrain sont déployées pour être à la hauteur de cette vague dont on a bien compris qu'elle submergeait toute une série de nos certitudes. Avec toujours cette question, et le collègue philosophe le disait tout à l'heure, faut-il véritablement être à la hauteur? Est-ce véritablement l'enjeu d'être à la hauteur? Pas uniquement, je crois. On est là à osciller comment intégrer, en oscillant comment intégrer, avec quelle hybridation, ou alors quelque chose comme une sanctuarisation du langage. J'y crois pas trop non plus. Et finalement, on voit bien que les professionnels ne savent plus bien que croire. Pour reprendre un autre exemple, il m'arrive, professionnellement, je suis professeur et je lis beaucoup de mémoires de fin d'études, niveau universitaire. Professeur dans le supérieur. Oui, à l'IEX, Voilà. à Bruxelles, qui est une haute école de communication et journalisme, et on voit des mémoires excellents de fin d'études, donc 5 ans après le bac ou 6 ans après le bac, ils sont très très bons, et on ne sait plus trop qui a écrit le mémoire. Il y a 1 an ou il y a 2 ans, il y avait des tics de langage de ChatGPT qu'on repérait assez facilement, et entre collègues, on jouait à qui avait repéré ces tics-là. Maintenant, c'est tout à fait fini. On voit des écrits qui sont impeccable, mais impeccable et parfois peu intéressant, impeccable et sans subjectivité, impeccable et en se doutant bien que finalement le texte n'a rien fait à la personne. Et ce qu'on attend tout de même d'un texte, c'est qu'il ait modifié son auteur. Alors peut-être que l'auteur peut être modifié par une sorte de collaboration écrivante avec l'IA. Il y a toute une série de cas où ça peut se passer. Et on ne peut pas être uniquement dans une sorte de jugement de prof qui dit là il y a de la triche, là il n'y a pas de la triche, et ce serait comment dire un très mauvais devenir des enseignants qui soient pour ainsi dire ceux qui soient cantonnés à dire faire la police du plagiat et de la copie. Le police du plagiat et de la copie. On n'a pas du tout envie de ça. Donc pour être plus progressiste, on cherche de l'hybridation, mais enfin on sait quand même bien, on n'est pas tout à fait naïf, que l'hybridation c'est parfois 5%
10% et 95%. Encore une chose que je voudrais ajouter, c'est le côté politique. C'est le côté politique, il est crucial. Quand on demande à une intelligence artificielle aujourd'hui, la démocratie est-il le meilleur régime sur cette planète? On a, à cause des types d'intelligence artificielle auxquels on est branché, Mistral, ChatGPT, des réponses qui sont compatibles avec, je dirais, le logiciel démocratique de notre Europe, ou plus ou moins compatibles. Elon Musk est en train d'avoir toute une série de parts dans certaines intelligences artificielles. Et on n'a pas encore vu, que je sache, les intelligences artificielles chinoises ou d'autres pays. Il est très très probable qu'alors la réponse « la démocratie est-elle le meilleur régime ?» soit tout à fait biaisée. Parce que... Mais il faudrait qu'on soit un peu comme des survivalistes, c'est-à-dire, je vais vous expliquer mon idée, c'est-à-dire comme des gens qui peuvent se passer de technologie, s'entraînent voilà, à savoir faire du feu, tuer les animaux eux-mêmes et survivre dans la forêt. Il faudrait qu'on sache survivre sans intelligence artificielle. C'est ça qu'il faut soigner aujourd'hui. Je crois qu'il faut garder dans un coin de son esprit que la conscience peut survivre en autonomie. Oui, on est effectivement branché à ce surconscient-là, c'est notre destin de l'être toujours davantage, mais on est dans une sorte de dialectique du maître et de l'esclave. Vous savez, le maître et l'esclave hégélien, au début c'est le maître qui délègue à l'esclave, mais l'esclave fait tellement bien les choses et on lui demande de faire tant et tant et tant de choses qu'il finit par les faire mieux que le maître qui alors se fait déloger. N'oublions pas cette morale hégélienne comme vigilance. Mais ce que je pense, c'est que les élèves ne sont pas dupes du tout. Ils sont pas dupes du tout et ils savent bien que cette sorte de dépossession, elle ne peut pas être l'alpha et l'oméga de leur éducation. Je pense qu'ils ont tout de même bien compris qu'il y avait là une façon de tricher avec le système qui manquait tout de même l'essentiel. Théodora, 243 km/h, je crois que c'est le titre. Théodora qui a obtenu des flammes, c'est une récompense musicale assez courue. Visiblement, j'arrête de jouer à la vieille personne pour parler du langage, puisqu'on parle d'écriture. Moi, elle m'intéresse, cette écriture des chansons, cette écriture poétique. On a vu Aya Nakamura à la cérémonie des Jeux Olympiques. Des gens ont pu la critiquer pour son utilisation très... libre de la langue, langage qu'elle mélange. Et c'est là aussi peut-être où il se passe quelque chose, Cécile Catelin, où on se libère de l'écriture de l'IA en parlant complètement différemment avec toutes les licences poétiques qu'autorise la création. Alors, ça m'a amusé là d'entendre cette chanson parce que pour une anecdote, la semaine dernière, comme c'était bientôt la fin de l'année, j'ai proposé aux élèves de seconde d'écrire des notions de grammaire sous forme de musique avec l'IA. Vous allez hurler, hein. C'est-à-dire qu'ils ont créé une chanson avec de l'IA autour des registres littéraires, etc. Et une fois que le produit est parvenu, certains étaient ravis du produit, d'autres scandalisés. Et je leur ai dit, que retenir de cette leçon ? Et finalement, et ça rejoint peut-être notre sujet de ce soir, que écrire,
mais écrire en tant qu'humain, c'est certainement, ça peut devenir aujourd'hui un acte de résistance pour éviter cette servitude à l'IA. On est en plein dedans. L'année prochaine, il y a un auteur qui s'appelle La Boétie, hein, qui va être au programme de lettres, hein, discours sur la servitude volontaire. Je pense qu'on va être en plein dans ça. Enfin, il y a vraiment ce qui était intéressant, voilà, avec les élèves, c'est qu'ils se sont rendus compte que écrire avec leurs mains, leur stylo, c'était voilà un acte de résistance. C'était prouver que finalement ils existaient par leur subjectivité. Et ça, je trouve que de la part d'élèves de seconde, comme disait Pascal tout à l'heure, c'est rudement intelligent et ça prouve qu'ils ont conscience aussi des limites et des enjeux de l'IA, qui ne peut pas tout faire. Et surtout qu'il faut savoir aussi résister à la tentation du vite fait, bien fait, pas très bien fait d'ailleurs, par l'IA. Mais vous avez le temps, Cécile Catelin, de consacrer comme ça des heures de cours. Alors bien sûr, à la fin de l'année, voilà, on peut faire quelques écarts et Amusement. écrire des chansons, exactement, pas écart, amusement, et c'est super pour les élèves et pour vous. Mais plus sérieusement, le programme, on le sait, est chargé. Le bac français Oui, approche. Voilà, est-ce bien qu'on a sûr. le temps de réfléchir à toutes ces questions Voilà, vraiment en racontant posément avec les cette année, élèves? en racontant cette anecdote, hein, je voudrais pas qu'on pense que on ne fait plus rien parce qu'il y a l'IA aussi dans les cours, hein, et que je l'utilise pas tout le temps. Mais oui, bien sûr, le programme étant, c'est un programme pentagruélique, hein, c'est-à-dire que nous, sans rentrer dans les détails, en français, on va grosso modo du Moyen Âge, de la littérature du Moyen Âge au XXIe siècle. Donc vous imaginez que c'est difficile aussi de boucler ce programme. Cela étant, quand on distille de manière ritualisée l'IA dans nos pratiques, ça permet effectivement, et c'est ça qui est intéressant parce que paradoxalement, encore une fois, l'IA a remis un peu au centre de nos pratiques le dialogue socratique. On n'a jamais autant parlé avec les élèves des démarches que l'on adoptait pour travailler, pour atteindre tel objectif, de l'outil qu'on allait utiliser. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, et de faire ces pauses, justement, on discute avec les élèves sur comment on atteint un objectif avec ou pas sans IA. Et ça, c'est aussi intéressant. Après, la notion de temps que vous évoquez, c'est aussi notre problématique pédagogique. Le programme est trop conséquent pour qu'on puisse tout faire avec ce qu'on a peu d'outils en C'était pour cours. vous Oui. une occasion de le dire ce soir. Alors, Cécile Catelin. Oui, j'en profite pour le dire. Les programmes sont trop lourds. Ils sont passionnants, mais ils sont trop. Enfin, 4 heures de français pour tout manger. Alors, c'est là où la tentation est grande pour les élèves de se dire, bah, puisqu'on n'y arrive pas, on va utiliser l'IA et faire des fiches. Voilà, c'est le risque qu'on a à l'heure actuelle. Mais c'est finalement très. Ça correspond tout à fait à ce qui arrive en Mhm. général. C'est-à-dire une inflation de demandes de textes, de formulaires à Oui. remplir, d'outils avec des algorithmes. Bah, finalement, c'est l'aide de motivation. Si on en demande autant aux élèves de Mhm. terminale, c'est bien parce qu'on pense qu'ils seront aidés et qu'ils ont la capacité. Oui. Avec cette aide de les faire, lettres dont on ne sait pas si elles sont lues, et parfois elles ne le sont pas évidemment, etc. Mais ça Exact. concerne toutes nos démarches administratives. On est beaucoup dans des Mm. process d'écriture où finalement écrire ne sert à rien, comme quand j'ai commencé à travailler, j'appelais les gens au téléphone. Maintenant, il faut faire des mails. On a tous cette expérience dans divers domaines. Est-ce qu'il faut revaloriser l'écriture, Pascal Chabot, et comment? Oui, il faut la revaloriser certainement. Comment? Mais en la pratiquant. La poésie, c'est vrai, la chanson sont des très bonnes manières. Et puis, ce que m'inspire en fait ce qui vient d'être dit, et puis nos discussions, c'est que on remet tout à fait au centre la question, qui est une question politique pour le coup et philosophique, mais qu'attend-on au juste de nos innovations? Et ça, les élèves se posent aussi la question. Nos innovations sont-elles des progrès très long, depuis très longtemps? Chaque fois qu'il y avait une innovation, on s'est dit mais ça ne peut que contribuer au progrès social. Ici, on est face à quelque chose qui n'est pas seulement une innovation, une mutation aussi, et on interroge cette innovation, convient-elle véritablement à la société que nous aimerions voir advenir? Et donc, subrepticement, la philosophie revient là où on l'attendait pas. Et ça ferait un très bon sujet pour le bac. Merci beaucoup Pascal Chabot, merci Cécile Catelin. Pascal, je rappelle le titre d'un ouvrage que j'ai beaucoup aimé, L'homme qui voulait acheter le langage, drame philosophique, publié au PUF.